Dans une petite ville du sud de la France, Naïna se promenait sur la plage avec son fils de 7 ans, Émile. Le soleil brillait, et l'air était empli de l'odeur salée de la mer. Alors qu'ils avançaient, un homme âgé, au teint bronzé et à la silhouette frêle, les interpella depuis son stand. « Madame, madame, venez faire une photo avec votre fils, c'est très abordable. » Émile, les yeux pétillants d'excitation, tira sur la main de sa mère. « Maman, viens, faisons une photo. » Il avait un sourire si charmant qu'il était impossible de lui résister. Naïna, amusée, l'emmena vers le stand. « Avec qui veux-tu te faire photographier ?» demanda le photographe, un sourire bienveillant aux lèvres. « Avec le singe » s'exclama Émile, en pointant du doigt un petit animal qui se balançait sur une branche. « Ou peut-être avec le pigeon » proposa le photographe, en riant. « Non, je veux avec l'aigle. » Émile désigna une majestueuse créature, perchée sur un trépied, ses serres puissantes agrippant fermement le support. Le photographe, un peu hésitant, jeta un coup d'œil à Naïna avant de secouer la tête. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » Naïna comprit immédiatement. « Émile, pourquoi ne pas commencer avec le singe ? » « D'accord. » soupira le petit, déçu. Il se tourna vers le photographe. « Désolé, ma maman a peur. » Les adultes échangèrent des sourires complices. Le photographe captura plusieurs clichés d'Émile avec le singe, puis quelques-uns avec Naïna à ses côtés. En passant l'animal à l'assistant du photographe, Naïna s'accroupit pour ajuster le t-shirt de son fils. Elle sourit en le regardant, mais fut soudainement surprise par le bruit de l'appareil photo. « C'est un très beau cliché, » dit le photographe, un peu gêné. « Je vous l'offre. » Cette photo, accrochée au mur du salon, était devenue un trésor familial. Émile, devenu Élie, montrait souvent cette image à ses amis. Un jour, alors qu'il recevait sa petite amie, Clara, il lui montra la photo. Clara, fascinée, observa attentivement l'image où Naïna, avec ses longs cheveux noirs et sa robe rouge, regardait son fils avec tendresse. « Et où est la photo avec le singe ?» demanda-t-elle, curieuse. « Je ne sais pas, peut-être dans un vieux album, » répondit Élie en haussant les épaules. « Maman adore cette photo. Elle dit que c'était le plus heureux des moments. »« Et maintenant ?» questionna Clara, un sourire aux lèvres. « Maintenant, je suis grand » soupira Élie. Elle dit qu'elle a vieilli. Mais elle est toujours belle. Quand tu la rencontreras, tu verras. Tu veux me présenter ta mère ? Clara ouvrit de grands yeux. Bien sûr. Pourquoi penses-tu que je t'ai invitée ? Elle rentre bientôt du travail. Je ne suis pas du tout inquiète, rit Clara. Que dirais-tu de lui préparer une surprise ? Un bon dîner ? Élie, un peu déconcertée, répondit, je ne sais pas. Maman cuisine toujours. Justement, elle pourra se reposer, insista Clara. D'accord, allons voir ce qu'il y a à la cuisine, acquiesça Élie, un sourire se dessinant sur son visage. Clara enfila un tablier accroché au mur et ouvrit le réfrigérateur. « Et où as-tu trouvé une fille si douée ?» demanda Naïna, en revenant de la chambre, alors qu'Élie revenait de dire au revoir à Clara. « On est dans la même classe, » répondit Élie en souriant. « Elle est géniale, non ?» Naïna hocha la tête. « Oui, elle a l'air bien. Je ne savais pas qu'il y avait des filles dans ton école. » « Bien sûr, maman, il y en a partout maintenant. Je pensais que tu étudiais dans une filière plutôt masculine. Ça doit être difficile pour elle de porter des sacs lourds. »« Maman, tu es vraiment d'un autre temps, » s'exclama Élie. Clara vient d'un petit village du Nord. Elle a toujours aimé explorer la nature et ramasser des pierres. Naïna secoua la tête. « Et quelle famille aura-t-elle ? Toujours en vadrouille ? Elle aura besoin d'un mari et d'enfants. » « Elle a déjà un fiancé, » répondit Élie,
amusée. Naïna, surprise, s'inquiéta. Elle avait toujours su qu'Élie plaisait aux filles, mais jamais elle n'avait pensé qu'il s'agissait de Clara. Ça fait presque 1 an qu'on sort ensemble, avoua Élie, un peu gênée. Je pense lui demander de vivre avec nous. Attends, tu veux dire qu'elle va venir vivre ici, demanda Naïna, perplexe. Oui, où devrions-nous aller? Elle est nouvelle ici, et je ne peux pas l'envoyer à la résidence universitaire. C'est un peu précipité, non, pensa Naïna. Je sais, mais je veux qu'elle soit là. Je m'occuperai d'elle et de toi. Écoute, je pense que les enfants doivent vivre séparément de leurs parents, dit-elle, un peu plus ferme. Mais je vis déjà avec toi, rétorqua Élie en riant. Tu es mon fils. Si tu as ta propre famille, il serait mieux que vous ayez votre propre espace. Mais je comprends que c'est difficile pour vous, étudiants, de trouver un logement. Élie l'enlaça et l'embrassa sur la joue. Tu es la meilleure maman. Nous voulons juste un petit chez nous. Quand ce sera possible, nous le ferons. Tu es contente? Naïna, bien que touchée, se sentit un peu mal à l'aise à l'idée de sa famille se transformer. Elle laissa passer la question d'Élie. Bien sûr, je suis contente, répondit-elle avec un sourire. Mais il y a une condition. Quelle condition? Tant que nous vivons ensemble, je serai la maîtresse de la maison. Élie acquiesça, amusée. Bien sûr, maman. Je te le promets. Naïna avait élevé son fils seule, un choix qu'elle avait fait en toute connaissance de cause. Elle aurait pu faire un scandale, mais elle ne voulait pas compliquer la vie de qui que ce soit. Elle avait compris que Léon, le père d'Élie, était un homme charmeur. Il avait promis monts et merveilles à Naïna, mais il avait finalement choisi sa famille. Un jour, alors qu'elle se promenait sur la plage, elle l'avait vu, riant avec sa femme et ses filles. Naïna avait compris qu'elle s'était trompée sur lui. Elle avait alors décidé de quitter la ville pour offrir une meilleure vie à son fils. Elle avait travaillé dur, et après la naissance d'Élie, elle était rapidement revenue à ses fonctions. Les premières années, une voisine s'occupait d'Élie, et Naïna lui était reconnaissante. Puis, quand Élie entra à l'école, sa carrière prit un nouvel essor. Naïna emmenait son fils en vacances à la mer, et elle ne lésinait pas sur les dépenses pour son confort. Avec le temps, l'appartement qu'on lui avait attribué devint sa propriété. À 40 ans, elle réalisa que sa vie était réussie. Elle n'avait pas connu de drame, et elle était libre, jeune encore, avec un fils qu'il adorait. Grâce à sa carrière, elle avait tissé des liens dans le monde du théâtre et de la politique. Elle était devenue une invitée respectée, mais le temps passait, et Élie grandissait. Elle avait toujours pensé qu'ils continueraient à vivre ensemble, mais elle se rendit compte qu'il prenait des décisions sans elle. Elle avait été déçue quand il avait choisi de devenir géologue. « Pourquoi veux-tu cette vie ?» avait-elle essayé de le dissuader. « Maman, c'est ce que je veux », avait-il répondu avec détermination. Ilia était assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur sa mère, Naïna. « Je veux devenir géologue. C'est mon rêve d'enfance. Pourquoi ne puis-je pas le réaliser ?» Sa voix était ferme, mais une ombre de tristesse planait sur son visage. Naïna soupira, son cœur lourd. « Bien sûr que tu peux, mon chéri. Je pensais juste que tu pourrais avoir besoin d'aide. Maman, je t'aime beaucoup, mais je suis déjà grand. Je veux construire ma vie moi-même. » Il se pencha vers elle, l'enlaçant tendrement. Elle caressa ses cheveux, son esprit vagabondant vers Anatole, un ami de longue date, se demandant s'il serait possible de transférer Ilia en droit. Mais lorsqu'Ilia réussit son examen et passa en 3e année, Naïna commença à accepter l'idée qu'il finirait par devenir géologue. Puis, un autre bouleversement survint, il annonça qu'il allait se marier. La cérémonie, orchestrée par la future belle-mère d'Ilia, fut grandiose.
Ils réservèrent un banquet dans un restaurant chic, invitant des personnalités que Ilia ne connaissait même pas. Au départ, il avait imaginé une simple célébration avec des amis proches dans un café. Naïna avait choisi une robe de mariée somptueuse pour sa belle-fille, une décision qui suscita des interrogations chez la jeune femme. « Pourquoi tant de formalités ?» demanda Natacha, hésitante. « Je pensais que nous pourrions simplement nous marier en jean et t-shirt. »« Un mariage est un événement unique dans une vie », expliqua Naïna. « Je n'ai jamais eu cette chance, alors je veux que tout soit parfait. » Le jour du mariage, Naïna resplendissait dans une robe rouge éclatante, ornée de diamants, tandis qu'un maquilleur professionnel s'occupait d'elle. « Je n'ai pas besoin de me soucier de l'apparence de Natacha, pensa-t-elle. Je dois briller. » Un photographe renommé immortalisait chaque moment, capturant des instants de bonheur, comme l'étreinte émotive entre mère et fils, qui devint un souvenir précieux, accroché au mur de leur salon. Après le mariage, Natacha et Ilia réorganisèrent leur chambre, installant un grand lit. « Quelle taille !» s'exclama Naïna en entrant dans leur appartement. « Ça va prendre toute la pièce. »« C'est parfait, maman, » répondit Ilia en riant. « Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous ne serons là que pour dormir. Une fois que nous aurons un emploi, nous prendrons un autre appartement, comme tu le souhaitais. » Naïna secoua la tête. « Je ne vous expulse pas rester aussi longtemps que vous le souhaitez. » Ilia lui fit un clin d'œil. « Nous savons, maman. C'est juste pour te montrer que nous avons des projets d'avenir. » Au début, Natacha était timide, mais elle commença à demander comment aider à la maison. « Tu ne vois pas la poussière sur les étagères ? Il est temps de faire le ménage, » lui dit Naïna, les bras croisés. Natacha acquiesça et sortit l'aspirateur, mais Naïna corrigea sa méthode. D'abord, on nettoie tout en haut vers le bas, puis on s'occupe des tapis, et enfin, on lave le sol. Tu vis ici depuis 6 mois, tu ne peux pas oublier ça. Malgré ses efforts, Naïna se plaignait souvent à Ilia que sa femme était paresseuse. Le ménage doit être fait tous les jours. Maman, nous sommes étudiants, tenta de défendre Ilia. Je travaillais aussi quand tu étais petit. Naïna, en visitant leur chambre, grimaça en voyant des napperons en crochet que Natacha avait placés sur la table basse. Quel désastre! Pourquoi ne pas les enlever? Elle se plaignait à ses amis, se demandant pourquoi Natacha ne prenait pas soin d'elle-même. Elle pourrait au moins se maquiller un peu. Malgré ses réticences, Naïna se sentit triste lorsqu'Ilia et Natacha terminèrent leurs études et déménagèrent dans un appartement. « Pourquoi es-tu si triste, maman ?» demanda Ilia, en voyant les larmes aux yeux de sa mère. « Nous avons décidé de vivre séparément. »« Ce n'est rien, » répondit-elle, essuyant une larme. « Je me sens juste un peu seule. » Après leur départ, Naïna entreprit des rénovations dans son appartement, rassemblant les souvenirs laissés par Natacha dans un grand sac. Lorsque le couple revint, Naïna leur montra le sac. « Voici ce que vous avez laissé. Que voulez-vous en faire ? » « Merci pour les napperons, » dit Natacha, touchée. « Ils ont une valeur sentimentale. » Naïna feignit d'être émue. « Je suis contente de pouvoir t'aider. » Elle se dit que ses souvenirs n'avaient pas leur place dans son appartement. « Ilia, où est la photo qui était au-dessus du canapé ?» demanda Natacha. « Je ne sais pas, peut-être que maman l'a rangée. »« J'aimerais bien la voir chez nous, » suggéra-t-elle. « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, » répondit Ilia. « C'est une photo de maman, elle doit rester ici. » Natacha acquiesça, réalisant que son mari avait raison. Elle demanda à Naïna de lui prêter la photo pour la scanner, puis la remit à sa place. Elle l'a mis en fond d'écran sur son ordinateur, se sentant connectée à cette image qui représentait l'amour maternel. Natacha espérait que cette saison de terrain serait la dernière.
Bien qu'elle ait aimé les expéditions pendant ses études, les 3 années suivantes avaient été éprouvantes. Elle souffrait d'allergies aux piqûres de moustiques, ce qui compliquait son travail. Ilia, inquiet pour sa santé, lui suggéra de changer de carrière. Ce n'est pas la peine de risquer ta santé pour un travail. Que vais-je faire, demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Devenir vendeuse? Pourquoi pas chercher un autre domaine? Tu as un excellent diplôme. Je déteste les chiffres, répondit-elle. Mais tu es douée pour le dessin. Pourquoi ne pas envisager quelque chose dans ce domaine? Je ne sais pas, soupira-t-elle. Je n'ai jamais porté de bijoux, comment pourrais-je en créer? Mais il y a des gémologues, proposa Ilia. C'est un travail sans terrain. Ce n'est pas très créatif, répondit-elle tristement. Réfléchissons ensemble à d'autres options. Je déteste te voir si malheureuse. Ils décidèrent de passer une semaine dans un petit village pour se ressourcer, espérant trouver des réponses à leurs préoccupations. Natacha et Ilia se promenaient dans un petit marché aux puces à Lyon lorsqu'ils tombèrent sur une boîte en charoïte. Natacha la prit délicatement dans ses mains, l'examina sous tous les angles, puis la montra silencieusement à son mari. Un éclat de compréhension brilla dans les yeux d'Ilia. « Je la vends pour une bouchée de pain », annonça le vendeur. « C'est un héritage de la défunte propriétaire. Je n'en ai plus besoin, ça prend juste de la place. » Après un échange de quelques mots, le couple réussit à négocier un prix et à acquérir la boîte. C'était sur cette boîte que Natacha avait commencé ses premières expériences lorsqu'elle s'était inscrite à l'école de taille de pierre. Maintenant, elle et Ilia avaient décidé qu'après la saison de terrain, elle quitterait son emploi pour se consacrer pleinement à sa nouvelle carrière. Elle avait beaucoup progressé dans son apprentissage. Tout dans ce nouveau métier lui plaisait, créer des figurines en pierre, réaliser des mosaïques, et même la restauration. Natacha se rendait à l'école avec enthousiasme, et le même enthousiasme l'accompagnait lorsqu'elle se précipitait vers les ateliers. Mais tout cela appartenait à l'année scolaire. Actuellement, alors qu'elle travaillait en pleine nature, les pensées d'une nouvelle carrière l'aidaient à surmonter les épreuves de cette dernière saison de terrain. Une autre source de joie l'animait aussi, elle soupçonnait d'être enceinte. Elle n'avait pas encore osé en parler à Ilia, préférant attendre d'en être certaine. Elle s'imaginait déjà la joie de son mari à l'annonce de cette nouvelle. Ils avaient longtemps rêvé d'avoir un enfant, et enfin, cela semblait possible. Cela renforçait encore plus son désir de quitter un emploi qui nécessitait tant de déplacements. Après une semaine de pluie torrentielle, le soleil finit par percer les nuages, et tous les géologues se préparèrent à reprendre leurs expéditions. Ilia et Natacha devaient remonter le cours d'un petit ruisseau, la Toxime, un affluent du puissant Vitim. Avant les pluies, le ruisseau était petit, mais maintenant, il avait débordé, les forçant à faire de grands détours pour atteindre leur destination. Natacha déposa son sac à dos un peu plus bas, s'accrochant aux racines solides des arbres, s'approcha des rochers pour prélever un échantillon. En frappant un morceau de pierre avec son marteau, elle se retourna et heurta accidentellement son sac. Celui-ci commença à rouler lentement vers la rivière. Elle se pencha pour le rattraper. « Natacha, ne fais pas ça !» cria Ilia, réalisant qu'elle essayait de récupérer ses affaires. « Je fais attention. » À ce moment-là, son pied glissa sur une pierre encore humide des pluies, et elle perdit l'équilibre, tombant dans le ruisseau. « Oh non !» s'exclama Ilia, abandonnant son propre sac, il se mit à glisser à sa suite, se frottant les bras contre les pierres et les branches. Les eaux tumultueuses de la Toxime enveloppèrent Natacha si rapidement qu'elle manqua de reprendre son souffle. Son sac, chargé de pierres, sombra rapidement, et Natacha comprit qu'il était inutile de tenter de le récupérer. Elle devait sortir de l'eau. Mais comment? Elle ne savait pas bien nager. L'eau était haute, et le courant fort. Elle peinait à rester à la surface, tandis que le courant l'emportait de plus en plus loin. « Je ne vais jamais m'en sortir »,
pensa-t-elle. Ilya, après quelques brasses, la rejoignit et commença à la pousser vers la rive. Sentant son soutien, Natacha essaya de pagayer et finit par atteindre une zone relativement calme. Elle se traîna jusqu'à la berge, où elle s'effondra, épuisée. Après quelques instants, elle leva la tête pour chercher son mari. Ilya! Ilya! Mais seul le bruit de l'eau en furie lui répondit. Le corps d'Ilya fut retrouvé sur la rive du Vitim quelques heures plus tard. 6 mois plus tard, Vania naquit, un petit garçon fragile. Natacha se demandait comment un enfant avait pu naître après tout ce qu'elle avait traversé, une quasi-noyade, la perte de son mari, les funérailles, et les reproches de sa belle-mère, qui l'accusait d'être responsable de tout cela. Après la naissance, Natacha retourna chez ses parents dans un petit village, espérant que le bébé grandisse en plein air, avec du lait frais pour renforcer sa santé. Elle dut mettre de côté ses projets de quitter l'expédition. En tant que veuve, elle recevait non seulement des allocations pour son enfant, mais aussi une compensation pour la perte d'Ilya, considérée comme un accident de travail. Le certificat de qualification de tailleuse de pierre était rangé dans un tiroir, et le soir, elle le sortait parfois pour le contempler avec mélancolie. Elle avait enfin trouvé sa voie, mais maintenant, elle devait y renoncer. Natacha tenta d'oublier les mots blessants de Naïna Timurovna lors des funérailles. Elle comprenait que cette femme était accablée par le chagrin. Quand notre enfant naîtra, elle trouvera du réconfort en lui, se disait Natacha. Pourtant, malgré ses invitations, la mère de son défunt mari ne vint jamais les voir, ni pendant sa grossesse, ni après la naissance de Vania. Natacha et son fils déménagèrent donc dans le village. Naïna Timurovna, bonjour. Je voudrais vous présenter votre petit-fils, appela Natacha le jour du 2e anniversaire de Vania. Félicitations, répondit sèchement la femme au téléphone. Merci, nous sommes en ville. Quand serait-il possible de venir vous voir? Natacha essayait constamment de rétablir le contact avec la grand-mère de son fils, espérant qu'en rencontrant Vania, le cœur de la femme s'adoucirait. Après tout, Vania ressemblait tant à Ilya. Elle ne s'attendait pas à ce que sa belle-mère s'occupe de l'enfant, mais elle espérait au moins des vœux pour les fêtes et quelques visites. Quelqu'un devait bien raconter à Vania les souvenirs de son père enfant. La jeune mère s'imaginait Naïna Timurovna et Vania assis sur le canapé à regarder de vieilles photos, puis à lire ensemble un livre. « Venez, je suis chez moi aujourd'hui », dit la belle-mère d'un ton neutre. Natacha se réjouit, vêtue d'une blouse colorée et de bermudas, prit son fils dans ses bras et se dirigea vers l'endroit où elle avait passé tant de moments heureux avec Ilya pendant leurs années d'études. Tout au long du trajet, elle racontait à Vania des histoires sur sa grand-mère, sur la grande photo accrochée au-dessus du canapé, et sur son papa qu'il n'avait jamais connu. L'appartement était méconnaissable. Une rénovation moderne, une propreté presque parfaite, et un vide qui donnait l'impression qu'il n'y avait personne. Seule la photo de mariage de Natacha et Ilya, où ils se regardaient dans les yeux, était toujours accrochée au mur au-dessus d'un nouveau canapé d'angle. « Tout est si blanc ici », s'exclama Natacha, admirant le décor moderne. La cadre de la photo avait été changé. « Style scandinave », répondit Naïna Timurovna d'un air indifférent, ne comprenant pas ce qui était si spécial. Bien qu'elle fût contente que sa belle-fille apprécie son intérieur, elle ne laissa rien transparaître. C'est à la mode. Entrez dans la cuisine. Quelle belle photo, s'attarda Natacha dans la pièce. Je pense souvent à elle. Vous et Ilya y êtes magnifiques. C'est pourquoi je l'ai gardée, dit la propriétaire, tout en pensant, et aussi parce que tu n'y es pas. J'ai aussi une photo de vous avec Ilya, où il est petit. Vous êtes accroupi à côté de lui. Elle est sur mon écran de téléphone. Regardez, dit-elle en montrant son téléphone à sa belle-mère. Oui, c'est aussi une belle photo, acquiesça Naïna Timurovna. Dommage que l'image soit déjà décolorée et ne ressemble plus à ce qu'elle était.
Je pense qu'on pourrait la retoucher. Les technologies modernes permettent de restaurer même des photos du XIe siècle. Comparé à cela, cette photo est encore jeune, tenta de rassurer la femme sa belle-fille. Je pense qu'on pourrait même l'imprimer en assez grand. Pas comme celle-ci, dit-elle en désignant le mur, mais beaucoup plus grande que l'original. Voulez-vous que je me renseigne sur où et comment? Non, pas pour l'instant. Et pourquoi êtes-vous venu? Si vous vouliez rétablir les relations, vous auriez pu vous habiller convenablement. Vous êtes restée la même, pensa Natacha, se sentant mal à l'aise. Et l'enfant, à en juger par ses vêtements, semble être pareil. Avec tout ce qu'ils vendent en vêtements pour enfants, il est habillé comme s'il avait sorti ses affaires d'un coffre. Vania, ne touche pas à ça, dit-elle au petit garçon qui avait posé ses mains sur le grand verre obscurci de la porte du placard. Il va y avoir des empreintes, expliqua-t-elle à Natacha. Vania, allons à la cuisine. Elle prit l'enfant par la main et le fit asseoir à côté d'elle à la table. Le petit garçon commença à taper des mains sur la table, et chaque coup de ses petites paumes résonnait douloureusement dans le cœur de Naïna Timurovna. « Je n'ai pas de vaisselle pour enfants, dit-elle à sa belle-fille. « Ce n'est pas grave, donnez-moi juste une petite assiette, répondit Natacha avec un sourire. Elle coupa ensuite une banane en petits morceaux et commença à les donner à son fils. L'enfant mangeait, écrasant le fruit sur son t-shirt et son visage, laissant des traces sur ses mains, qu'il continuait à taper sur la surface mate de la table. « Ne vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer, » dit Natacha, soupçonnant que le comportement de son fils ne plaisait pas à sa belle-mère. « Non, je préfère le faire moi-même. Il est encore petit, » tenta de justifier Natacha, donc il ne sait pas encore comment être ordonné. « Bien sûr, » pensa Naïna. « Et toi, tu es adulte, mais tu n'es pas très ordonné non plus. » La rencontre était tendue. Natacha comprit qu'elle avait peut-être fait une erreur en se rendant chez sa belle-mère, qui ne semblait pas ravie de les voir. Même le petit Vania ne parvint pas à attendrir le cœur de cette femme. « Je peux la comprendre, » pensa Natacha, pardonnant la froideur de Naïna Timurovna. Elle avait perdu son fils unique, et elle lui rappelait cela. Natacha décida de laisser plus de temps à sa belle-mère. Elle se dit au revoir et, le cœur lourd, prit le chemin du retour vers le village. Vania se mit à pleurer tout au long du trajet, comme s'il était lui aussi déçu. « Non, il est juste fatigué, » corrigea-t-elle dans ses pensées, le prenant dans ses bras pour le bercer. Pendant son congé de maternité, Natacha, pour ne pas perdre les compétences acquises durant ses études, tenta de créer quelque chose avec les pierres qu'ils avaient rapportées. Au début, ses mains avaient du mal à se souvenir de la façon de tenir les outils, et elle réapprenait lentement les particularités du travail avec différents types de pierres. Natacha savait que certaines pierres étaient plus malléables que d'autres, mais ses doigts ne ressentaient pas encore ces différences. Ses premiers essais étaient si peu satisfaisants qu'elle n'osait pas les montrer à quiconque, les exposant sur le rebord de la fenêtre de la chambre où elle vivait avec Vania. « D'où vient cette beauté ?» demanda un jour sa voisine, Tamara, qui était venue apporter du lait pour l'enfant. « Quelle beauté !» rétorqua Natacha. « Je m'amuse juste pendant mon temps libre. » « Quelle belle distraction !» « Tout le monde devrait faire ça au lieu de boire de l'alcool et de se croire des génies non reconnus, » s'émerveilla la vieille femme, faisant allusion à un autre voisin. Celui-ci racontait à tout le village qu'il écrivait un roman, mais aucun éditeur ne l'acceptait. Il se lamentait, la tête penchée, soit de désespoir, soit à cause de l'alcool. Le talent des solitaires ne parvenait pas à percer. Les villageois hochaient la tête, discutant entre eux, affirmant qu'aucun d'eux n'avait jamais vu une seule page écrite par cet écrivain. « Puis-je voir ?» demanda Tamara, s'approchant du rebord de la fenêtre. Rebord de la fenêtre, Natacha avait disposé ses dernières créations, des petites sculptures en pierre qu'elle avait façonnées pendant son congé de maternité. Elle était encore en train de s'habituer à l'outil, ses mains peinant à retrouver les gestes précis qu'elle avait appris lors de ses études.
Les premières œuvres étaient loin d'être parfaites, mais elle les avait exposées là, à la vue de tous, espérant qu'un jour elles seraient appréciées. Un jour, alors qu'elle était plongée dans ses pensées, sa voisine, Tamara, entra dans la pièce, un pot de lait à la main. « D'où vient cette beauté ?» demanda-t-elle en s'approchant du rebord de la fenêtre. « Quelle belle distraction !» Tout le monde devrait faire ça au lieu de se lamenter sur leur sort, s'exclama Tamara, en faisant allusion à un voisin qui prétendait écrire un roman sans jamais en montrer la moindre page. « Puis-je voir ?» demanda la vieille dame, s'approchant davantage. « Bien sûr, prenez, regardez, je n'en ai pas besoin, » répondit Natacha, un peu gênée mais heureuse de partager son travail. Tamara prit délicatement une petite figurine représentant un oiseau, ses yeux s'illuminant à la vue des cristaux de grenat qui ornaient les yeux de la pièce. « Mais, peux-tu me la vendre ?» demanda-t-elle, visiblement séduite. « Oh non, Tamara, je ne peux pas vous la vendre. Prenez-la plutôt comme un cadeau pour votre petite fille, » proposa Natacha avec un sourire. « Vraiment ?» s'étonna Tamara, touchée par le geste. « Mais je ne peux pas l'accepter sans rien donner en retour. » « Que diriez-vous de l'échanger contre le lait que vous m'avez apporté ?» suggéra Natacha, amusée par l'idée. Tamara acquiesça, ravie de cet échange. Après que l'oiseau ait trouvé sa nouvelle maison, les villageois commencèrent à s'intéresser à ce que faisait la mère de Vania, le petit garçon de Natacha. Il apportait des cadeaux pour le petit et demandait souvent ce qu'elle créait. « Oh, juste quelques petites choses, » répondait-elle modestement, tout en se sentant de plus en plus encouragée par leur intérêt. Un jour, Constantin, un homme d'affaires du village, entra chez elle. « Alors, Natacha, pourrais-je vendre vos créations dans mes magasins ?» proposa-t-il, avec un sourire engageant. « Prenez-les, qui s'en soucie ?» répondit-elle en riant, ne s'attendant pas à ce que ses œuvres soient si bien accueillies. À sa grande surprise, les pièces se vendirent rapidement. Les villageois lui demandaient si elle prévoyait de créer des bijoux. « Oh non, je ne fais pas cela, j'ai d'autres spécialités, » disait-elle, mais elle commençait à prendre confiance en elle. Encouragée par les compliments, Natacha se mit à créer des œuvres variées, des mosaïques, des répliques d'architecture célèbres, et photographiait chaque pièce pour les partager sur son site internet. Constantin, admiratif, lui disait souvent qu'elle devait exposer ses œuvres. « Tu es une véritable artiste, Natacha. Inscris-toi sur des sites d'art, je suis sûre que tu recevras des propositions. Pourquoi restes-tu ici ? » « Je veux faire ce qui me plaît, » répondit-elle. « Je ne veux pas être submergée par des demandes. L'art doit venir du cœur. Mais tu peux choisir les projets qui te plaisent. Tu as un talent unique, » insista-t-il, la regardant avec une intensité qui la fit frémir. Un jour, alors qu'elle faisait des courses, elle croisa un ami qui lui annonça qu'il avait envoyé des photos de ses œuvres à un centre d'art contemporain. « Ils veulent te contacter », lui dit-il avec un sourire. « Je ne suis pas ton agent, je suis juste amoureux de toi. » Constantin, mais... commença-t-elle, se débattant dans ses bras. « Laisse-les savoir que je t'aime, » murmura-t-il, la serrant contre lui. « Mais j'ai un enfant, » protesta-t-elle. « Et alors ? Quand nous nous marierons, nous pourrons avoir d'autres enfants. »« Tu es d'accord ?» demanda-t-il, un sourire malicieux sur les lèvres. « Je ne me souviens pas que tu m'aies fait une proposition, » répondit-elle, amusée. « Considère cela comme un avertissement, » dit-il avec un clin d'œil. Quelques semaines plus tard, un matin, un limousine blanche s'arrêta devant la maison de Natacha. Sa mère, intriguée, l'appela. « Vite, mets-toi en ordre. Quelqu'un vient te demander en mariage. » « Comme si j'allais changer, » rit Natacha, levant son fils dans ses bras pour lui montrer la voiture. « Regarde, Vania, quelle belle voiture. » « D'accord, » acquiesça le petit, courant vers la porte. Constantin entra, un bouquet de roses à la main. « Alors, mon petit,
vas-tu donner ta mère en mariage, demanda-t-il à Vania. Pourquoi, demanda l'enfant, perplexe. Parce que tu pourras m'appeler papa, et nous vivrons ensemble, expliqua Constantin. Vraiment, s'enquit Vania, se tournant vers ses grands-parents qui hochaient la tête avec approbation. Je suis d'accord, dit Vania en levant la main. Mais qui va me demander, s'amusa Natacha. Je vais m'en occuper, répondit Constantin, un sourire complice sur le visage. Je voulais juste voir combien de soutien j'avais. Tu es sûr que tu veux vraiment cela, demanda Natacha, un sourire sur les lèvres. Je vais attendre ta réponse, dit-il calmement, s'installant confortablement sur le sol. D'accord, je vais réfléchir, répondit-elle, amusée par la situation. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu dises oui, ajouta-t-il, s'installant plus confortablement. Je ne pensais pas que je devrais accepter une demande de mariage de cette manière, dit Natacha en riant. Mais c'est une manière unique, répondit Constantin, riant avec elle. Et toi, Vania, qu'en penses-tu, demanda-t-il au petit garçon. C'est bien, répondit Vania, prenant une cuisse de poulet sur le plat commun. Bien joué, petit, dit Constantin, riant. Alors que les adultes discutaient, Natacha se sentit chanceuse d'avoir une famille qui la soutenait, même dans des moments aussi étranges. Soudain, son téléphone sonna. Bonjour, Naïna, répondit-elle, surprise de voir le nom de sa belle-mère sur l'écran. Bonjour, Natacha. C'est le 5e anniversaire de Vania, n'est-ce pas, demanda Naïna. Oui, c'est ça. J'ai un cadeau pour lui. Quand serez-vous en ville, vous pourrez le récupérer. Merci beaucoup, répondit Natacha, ravie que sa belle-mère s'intéresse enfin à son fils. Constantin, il y a une foire d'artisanat à la fin du mois d'août. J'ai reçu une invitation, annonça-t-elle. Super. Je savais que tu avais un talent incroyable, s'exclama Constantin. Je dois faire plus de cartes de visite. Qui sait, peut-être que quelqu'un sera intéressé, dit-elle. Tu es probablement la seule femme qui fait de la sculpture sur pierre, ajouta-t-il. Tu exagères, répondit-elle modestement. Non, pour moi, tu es unique, dit-il en l'enlaçant. Nous irons ensemble, j'aimerais beaucoup que tu sois là, ajouta-t-il, son regard sérieux. D'accord, mais je veux que Vania vienne aussi, dit-elle. Bien sûr, je vais l'emmener. Et puis, je veux te présenter à ma mère. Elle a acheté un cadeau pour Vania. Cela facilitera les choses, expliqua-t-il. D'accord, alors nous irons tous les trois, conclut Natacha, le cœur léger. Le jour de la foire, Natacha se prépara avec soin, choisissant sa plus belle blouse et une longue jupe. Elle habilla Vania et demanda à Constantin de faire de même. Pourquoi ne pas y aller en t-shirt, demanda-t-il. Parce que je veux vous présenter à ma belle-mère, répondit-elle. Elle est toujours impeccable. Montrons que nous faisons des efforts. À leur arrivée, Naïna les attendait à l'extérieur, élégamment vêtue. Désolée, j'ai dû partir, j'ai attendu trop longtemps, dit-elle en les voyant. Pas de souci, répondit Natacha, souriante. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux